Le ring, c'est plus qu'un podcast. C'est un combat. J'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises essaient de travailler avec des grands comptes. Pour travailler avec un grand compte, ils investissent des montants qui sont exorbitants. Le résultat, dans la plupart du temps, se trouve dans un POC entre 30 et 50K et dans le pire des cas, un pauvre logo qui finira sur un site. Pour ma part, j'ai l'impression que pour travailler avec un grand compte, il faut vraiment une organisation spécifique et des gens qui savent travailler avec des grands comptes. Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui les connaît parfaitement, qui a travaillé qu'avec eux et qui nous rejoint sur le ring. Elle s'appelle Sonia Waxet. Bonjour, merci Ariel. Salut Sonia, comment ça va? Ça va super. Est-ce que tu Un peux peu te- froid sur le ring. Un peu froid sur le On va ring, se réchauffer, ouais. d'odeur, Ça va, ça met dans l'ambiance. ça met dans l'ambiance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qui tu es et ce que tu fais en moins d'une minute? Alors concrètement qui je suis, comme tu l'as dit, ça fait des années que je travaille avec des grands comptes. J'ai commencé mon parcours dans la tech, dans une boîte qui vendait à l'époque des progiciels en licence, qui vendait des licences. Et j'ai participé et assisté au monde de la souscription. Donc on est arrivé au SaaS. Et aujourd'hui, je suis moi-même un SaaS, c'est-à-dire Sonia as a Service, puisque j'accompagne des entreprises, 3 entreprises de la Martech, sur la partie comment on passe au grand compte. Ok. Et sinon, j'adore Marseille, j'aime manger et j'adore le soleil. Ok. Ça aura à voir avec les grands comptes ou rien à Rien à voir? voir, tu m'as demandé de me présenter. Ok, merci beaucoup, c'est adorable. Rapidement, je te rappelle les règles du ring, d'accord? Elles sont très simples. Il y a 5 rounds de 5 minutes chacun sur une thématique. À partir du moment où tu entendras le clap, c'est qu'il te reste que 10 secondes pour finir ta phrase. Bien. On a interdiction de mettre des coups en dessous de la ceinture, Bonjour. interdiction de faire de la langue de bois. Et la dernière question, elle est pour toi, elle est censée me mettre KO. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. On va y va. commencer le premier ring, le premier round, sur le ring, pardon. Ok, le premier round, c'est qu'est-ce qu'un grand compte? Du coup, je te pose la question. Est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est un grand compte? Alors, un grand compte, déjà, la définition, en fait, elle a été faite par les personnes qui s'adressent à ces entreprises. Une entreprise qui est grand compte, elle se définira elle-même pas comme ça. Par exemple, si je te dis, cite-moi une marque de la grande distrie ou une référence de la cosmétique, spontanément, tu vas me donner des marques qui ont pignon sur rue, qu'on connaît tous. Et donc, c'est ce qu'on va définir comme des grands comptes. Donc, c'est des boîtes qui, très souvent, ont une grosse notoriété. La plupart du temps, une implantation internationale ou multimarque. Et en général, ce sont des boîtes qui sont pas du tout en recherche d'innovation, mais plutôt en recherche de comment je ne perds pas des parts de marché, comment je reste leader sur mon secteur, et qui bien souvent sont représentés par des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes au sein de leurs équipes. Du coup, en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, un grand compte est différent d'une boîte à l'autre. On est d'accord? C'est-à-dire, En fait, un grand compte pour une boîte, par exemple, d'une certaine maturité, n'est pas la même qu'une boîte. très souvent, les d'une grands autre. comptes sont quand même des boîtes matures. Tout ce qui va être de l'écosystème des startups ou des DNVB, on va pas les définir comme des grands comptes, mais plutôt comme des scale-up ou des startups. Donc, un grand compte, c'est pas forcément une personne du CAC 40, finalement, pas forcément une boîte qui a. Et à Dimension, l'inverse, ouais. CAC 40 sont tous des grands comptes. D'accord. Si je te dis Carrefour ou L'Oréal, tout de suite, tu sais de quoi je parle. Ok. Et ce sont des boîtes qu'on considère en effet comme des grands comptes. Est-ce qu'on ne dirait pas justement qu'un grand compte, c'est justement un compte stratégique pour une stratégie commerciale de Alors oui et non, parce que en fait, si moi, ma cible n'est pas les grands comptes, l'enterprise, les comptes qui vont être stratégiques pour moi, par exemple, si je suis un produit qui s'adresse à des DNVB, les comptes qui vont être stratégiques pour moi ne sont pas des grands comptes. DNVB. DNVB, Digital Native Brand. D'accord. Digital Native Brand, donc des boîtes qui sont nées sur le web, la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Je te prends des Casper, Emma qui vendent des matelas, sont des DNVB et donc ne sont pas des grands comptes, même si certaines DNVB, je prends par exemple Cézanne, peuvent à maturité devenir des grands comptes. D'accord. Lorsqu'un directeur commercial, du coup, doit commencer à mapper sa stratégie sur l'année, et qui va dire, OK, on va prendre 20% de notre temps pour s'attaquer à des grands comptes. Quels sont les indicateurs qui sont indispensables à prendre en compte, justement, pour pouvoir déterminer, cette cible, je la fais rentrer dans les grands comptes, et celle-là sur du SMB, par exemple? Alors en général, le premier chiffre qu'on va regarder, c'est évidemment le chiffre d'affaires. Après, tu as la notoriété.
Donc, si je te cite une marque et que tu me dis qui c'est, bon, on peut en déduire que ce n'est pas un grand compte. En tout cas, dès qu'on se parle de marque B2C, tu les connais, je les connais. Ensuite, en fonction de mon produit, je vais peut-être regarder des métriques qui sont par exemple un trafic sur un site web, un nombre de contacts en base de données. Je te donne des exemples qui sont très martech puisque je te parle de ce que je connais. Par exemple, des pure players sur de la distribution. On peut avoir des marques qui sont un peu moins connues, mais qui vont avoir des volumes de business en ligne qui sont énormes. Et ça va être un compte stratégique pour moi. Ce qui ne voudra pas dire nécessairement que c'est un grand compte, d'où la distinction. Donc du coup, effectivement, un grand compte, c'est pas forcément une boîte du CAC 40. Non, c'est ce que je te dis, mais à l'inverse, au CAC 40, on n'a que des grands comptes. Okay. Tu ne trouveras pas de petits comptes. Il n'y a pas de petits clients, mais il y a des plus petits comptes. Est-ce qu'un compte qui peut être stratégique, mais qui n'est pas forcément un compte qui est un grand compte pour une boîte, peut être identifié comme un grand compte pour justement cette même boîte? Je m'explique. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est ta définition, pourquoi pas? D'accord. Et comme je te disais, la définition de grand compte, elle n'est pas définie par les entreprises elles-mêmes qui en sont, mais par les personnes qui les adressent, par les vendeurs. Ok. Donc si toi, tu considères que le restaurant La Sardine, où tu as déjeuné, ce midi, un grand compte pour toi parce qu'il a un gros volume de clients ou une notoriété qui monte en flèche, pourquoi pas? Donc, les indicateurs clés pour toi, pour définir ce qu'est un grand compte, c'est faut qu'il soit connu de la terre entière et qu'il y ait un minimum de chiffre d'affaires. Qu'il soit connu de beaucoup de monde, du chiffre d'affaires, un nombre d'employés et qu'il représente une perspective commerciale pour moi très intéressante. Ok, d'accord. Est-ce que justement n'importe quelle entreprise peut travailler avec des grands comptes ou pas? Ou même est-ce que c'est pertinent de travailler avec des grands comptes? Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, je vois énormément de gens qui Si je te prends Doctolib, Doctolib ne travaille pas avec des grands comptes puisqu'il travaille avec des indépendants, avec des médecins. Je peux te prendre d'autres exemples comme ça qui vont s'adresser à des professions qui, par définition, ne font pas partie de ces entreprises qu'on qualifie comme grands comptes. Ok, donc tout le monde, effectivement... Enfin, en vrai, oui et non, parce que finalement, Doctolib, à la base, lorsqu'ils sont justement lancés, eux préféraient aller voir des gros hôpitaux, tu vois, qui avaient différents médecins à l'intérieur. Donc faire donc leur compte stratégique, mais qu'on ne va pas définir vulgairement dans la définition populaire comme des grands comptes. Ah ok, d'accord. On fait la définition populaire. Ouais, c'est une définition populaire. Ok, donc définition populaire, c'est on prend le CAC 40, on descend... Non, puisqu'il y a des boîtes qui ne sont pas au CAC 40, des boîtes qui sont encore privées. Si je te prends Chanel, c'est un grand compte. Il n'est pas au CAC 40. Ok, très bien. On se comprend maintenant? On s'est jamais entendu sur les grands comptes. Quels sont les prérequis à avoir lorsqu'on travaille avec un grand compte? Pardon, on est sur le deuxième round? Non. Parce qu'on a eu le clap. Ouais, c'est 10 secondes, justement. Tu gagnes du temps pour répondre? Les prérequis, ça va être... Alors, déjà, tout à l'heure, tu me posais une question sur... aujourd'hui, je veux que 20% de ma cible soit des grands comptes. J'irais challenger ça en me disant, en fait, mon produit, à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à des grands comptes ou à du SMB? Donc, je comprends pas trop la démarche de se dire, je vais adresser que 20% de grands comptes. Là où je me dis, si mon produit s'adresse à des grands comptes, j'y vais all-in et je ne vais pas forcément aller gaspiller ou investir de l'énergie sur seulement 20% de mon pipe et de mes perspectives commerciales. Ok, merci. Donc, du coup, on a fini le premier round. Donc, sur les prérequis, on a encore plein de choses. Mais okay. Oui, mais c'est aussi le but du ring, justement. Le ring, on n'a que 5 minutes, c'est d'être concis, précis, efficace. Ce qui n'est pas donné à tout le monde apparemment, mais c'est pas très grave. Je pense que sur le second round, tu arriveras justement à t'adapter par rapport à ça. Justement, le deuxième round, c'est comment fonctionne un grand compte. Puisque si on veut travailler avec un grand compte, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur pour pouvoir justement adapter une stratégie la plus pertinente et efficiente pour pouvoir travailler avec. Du coup, est-ce que tu es prête? C'est bon? Prête. C'est parfait. On va commencer par la première question. Est-ce que toi qui travailles justement avec énormément de grands comptes, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur, s'il te plaît? Alors déjà, je pense que personne ne travaille avec énormément de grands comptes puisqu'il n'y en a pas des millions. Ouais, c'est vrai. On va commencer par ça. Donc déjà, quand on décide d'adresser des grands comptes, ce qui est bien, c'est d'être un peu focus. Alors, on reviendra après parce que ce n'est pas ta question, mais d'adopter une stratégie d'ABM, Account-Based Marketing. Ouais. Et donc, de se dire Account-Based Marketing, c'est-à-dire en début d'année, je vais me dire si je dois signer 100 clients,
Donc, il va falloir que j'aille en chercher et aller chercher 300 prospects qui sont clairement mes 300 prospects. D'accord. Donc, très souvent, je vais aller les verticaliser. Donc, je vais me dire, je vais aller voir des acteurs de la banque, du retail, de la cosmétique, du luxe. Et là, je vais aller voir les comptes les plus prometteurs par rapport à l'offre que je suis capable de leur pousser. Et derrière, décliner toute une stratégie de campaign marketing, c'est-à-dire aller adresser toutes ces personnes de façon assez chirurgicale. Ouais. Donc, ce qui nécessite de bien travailler sa copie avant. Ouais. Donc, aller faire ce qu'on appelle une cartographie, en français, un mapping de compte. À qui dois-je parler, pourquoi, bien préparer aussi toute la partie culture spécifique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années pour cette personne dans la boîte, okay. Quelles sont les actualités économiques, d'expansion, pour pas arriver comme Juste, tu me permets, je vais remettre ma question parce que tu es complètement à côté. Donc la question était comment fonctionne un grand compte, et là tu es en train de me parler de comment on va travailler avec un grand compte. On va en parler dans d'autres rounds, mais ce serait bien. Ça va rejoindre. Pourquoi il faut faire ça? On l'a dit au début, un grand compte, très souvent, c'est des milliers de personnes. D'accord. Donc c'est beaucoup d'équipes avec donc très souvent un centre de décision très éparse, et à l'inverse, un process d'achat extrêmement concentré. C'est-à-dire que dans la plupart de ces entreprises, on va retrouver une équipe achat, ou procurement en anglais, à laquelle on va devoir parler au moment de contractualiser, en tout cas dès lors qu'on se parle de contrats qui ont une certaine valeur. Ouais. Les premiers justement échanges, parce qu'il y a toujours un premier échange, du coup tu parlais d'un mapping, l'intérêt c'est de pouvoir identifier quelles sont les bonnes personnes à aller voir, ce qu'on appelle des décisionnaires, d'accord ? Sur la partie justement achat, c'est les premières personnes à aller voir, ce sont les achats. Non, les achats en général, c'est pas toi qui vas les voir. Okay. On te les présentera au moment opportun. Très bien. Tu peux justement nous expliquer quel impact ça a, tout ce système un peu bien rodé d'une fourmilière d'un grand compte sur la force commerciale qui veut justement travailler avec. Par quoi on commence? Est-ce que justement on commence par les achats, par du top-down, du bottom-up, c'est-à-dire est-ce qu'on va prendre un décisionnaire qui va remonter à ses équipes en dessous? Est-ce qu'on va demander aux équipes pour remonter un décisionnaire? C'est quoi justement? Alors justement là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de règle ni de priorisation. Il faut savoir être un peu opportuniste. Donc si j'ai la possibilité et l'opportunité de parler directement aux décisionnaires et ensuite que ça recascade sur les équipes plus opérationnelles qui vont utiliser mon produit, mon service, ma solution, très bien. Et sinon, parfois, quand je n'arrive pas à accéder tout de suite à l'exec, aux décideurs, ça peut être bien de remonter par des opérationnels qui ont le vrai besoin, qui ont des vrais freins aujourd'hui à utiliser une solution concurrente ou à ne pas encore être équipés du produit que je veux leur proposer. En tout cas, dans le cycle de vente classique, je vais devoir leur parler à tous. Donc, soyons opportunistes et prenons le premier qui me répond. Donc du coup, si je prends bien, en gros, c'est je map, je tire à tout va. Non, le premier qui répond, je tire pas à tout va, mais je vais avoir différents canaux au sens canaux de discussion, de conversation et d'échange avec ces différentes personnes. Donc par exemple, un exec, je vais le croiser sur un événement extrêmement premium où je vais, parce que j'ai bien fait mon travail en amont, je vais avoir droit à une intro par un autre exec avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Sur des opérationnels, je vais peut-être plus les toucher avec des success cases, des cas d'usage extrêmement probants sur lesquels je vais les attirer, qui va leur donner envie d'en savoir plus sur ma solution. Il faut savoir que dès lors qu'on s'adresse aux décideurs, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas mon produit, c'est le ROI, ce que ça va pouvoir lui apporter à lui en termes de réussite et donc de progression de carrière. Et donc, c'est là-dessus que je vais plutôt miser. C'est vraiment du coup une approche qui est très sniping, c'est-à-dire vraiment on va identifier quelle est la bonne personne à contacter avec quel type de besoin, c'est ça? Dans tous les cas, même si j'ai identifié vraiment la bonne personne, je sais que je vais devoir parler à d'autres personnes. En fait, à la différence des petites entreprises où justement un interlocuteur est capable de prendre une décision et de la formaliser par la signature d'un contrat, là je sais très bien que je vais avoir différents interlocuteurs que je vais devoir convaincre à des niveaux différents sur des aspects qui ne sont pas les mêmes. Ok, merci beaucoup en tout cas Sonia, c'est la fin de ce second round, d'accord. Je vois que ça commence à chauffer un peu. Mais ça tombe bien, j'avais froid. Ouais, c'est pas mal justement. Je voulais justement que ça monte un petit peu pour que tu te sentes un petit peu plus à l'aise et qu'on commence à avoir des réponses qui sont un peu plus
Picante. J'adapte mes réponses aux questions. C'est Y a pas de adorable, souci. c'est gentil. Tu sais qu'on joue toujours pas ni oui ni non. Tu peux genre répondre. Ok, cool. On va commencer du coup le troisième round. Si ça te va. Le troisième round, c'est sur la structuration d'une équipe commerciale pour pouvoir justement aller travailler avec des grands comptes. Donc on a parlé de qu'est-ce qu'un grand compte, comment ça fonctionne. Maintenant, c'est comment justement je dois structurer mon équipe pour pouvoir y aller. T'es prête? Je suis prête. C'est pas mon sujet préféré, mais je peux Ça parler de ce tombe que bien j'ai parce que vu. c'est pas l'objectif, donc c'est cool. On va commencer, merci. Donc du coup, en fait, rapidement, moi je m'aperçois qu'il y a énormément d'entreprises qui essayent de faire des armées de SDR pour pouvoir justement travailler avec des... SDR, tu peux définir? Bien sûr, Sales Development Représentatif, Merci. nos personnes justement qui vont soit récupérer du lead entrant, donc souvent du MQL, du marketing. MQL? Oui, bon, marketing. Qualified Lead, pardon. Qui va justement récupérer ce lead-là pour ensuite commencer à faire une mini découverte pour ensuite l'envoyer sur des AE s'il y a une opportunité ou pas. Ou des BDR qui, eux, vont commencer sur de la outbound pure, qui peuvent travailler potentiellement avec des ABM, ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure et je te remercie. Bon, je reviens. Est-ce que c'est intéressant, selon toi, d'avoir une armée de SDR ou de BDR, en tout cas des personnes qui vont faire de la prospection en masse sur ces comptes-là ou pas? Et si ce n'est pas le cas, quelle est selon toi la bonne structuration d'équipe à avoir? Bah, je vais plutôt te répondre dans l'autre sens. Si demain je devais lancer une offre ou un produit et que je devais aller convaincre des grands comptes, je recruterais plutôt des personnes qui ont un profil de CAM ou de GAM, c'est-à-dire Key Account Manager, Global Account Manager, et donc qui sont des personnes certainement un peu plus seniors que ceux auxquels tu penses quand tu parles de la prospection, et qui auraient justement ce niveau de culture générale et spécifique pour aller adresser des personnes de tout niveau avec une approche extrêmement relationnelle et non pas transactionnelle comme peuvent l'être des SDR, des BDR qui sont incentivés sur un nombre de rendez-vous pris et qui ne sont pas toujours incentivés à l'inverse sur du qualitatif de rendez-vous pris. Donc j'irais plutôt chercher des personnes qui vont aller dormir chez le prospect pour rencontrer un maximum de personnes bien qualifiées, écouter plutôt que de parler, et ensuite passer à l'étape 2. Du coup, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est-à-dire en fait, si tu veux travailler avec des grands comptes, prends des personnes qui ont déjà travaillé avec des grands comptes en tant que CAM ou GAM, donc c'est qui ont déjà des relations avec ce grand compte, qui connaissent déjà la structuration de ce grand compte. C'est compliqué. C'est un peu trop exigeant d'attendre ça, mais en tout cas des personnes qui ont le bagage suffisant pour aller adresser différentes personnes de différents métiers, différents niveaux. Comment le vérifier en entretien, par exemple? Si je veux justement, si je suis un CEO qui veut travailler avec des grands comptes et que je recrute mon premier commercial, quels sont les KPI, donc les indicateurs? Je pense qu'il faut passer du temps avec cette personne pour voir un peu comment elle réagit. Il faut le confronter à différents interlocuteurs. D'accord. Si tu veux que je te donne une technique que j'avais employée, par exemple, quand j'ai recruté la première personne que j'avais recrutée au UK, qui était une personne qui était censée parler à des utilisateurs, à des top execs, c'est que je l'avais mise dans ma salle d'entretien et je lui avais dit « Attends, je reviens ». Et j'ai fait la rencontrer plusieurs personnes de l'équipe de la boîte à laquelle j'appartenais à l'époque, donc du country manager à la RH en passant par différentes fonctions, pour voir comment cette personne était capable d'interagir avec eux et ce qu'elle était capable de ressortir des discussions qu'elle avait eues. Ça, c'est une façon de faire. Et puis, évidemment, après, il y a toute la partie parcours. Et puis, si tu as travaillé avec des grands comptes, en général, eux se souviennent de toi, puisque tu as travaillé avec des grands comptes. Donc, je suis capable de retracer un peu ton parcours et pourquoi pas aller contacter un de ses clients pour avoir un retour d'expérience sur tes prestations. Supposons que tu n'as pas forcément les moyens ou que tu n'as pas envie justement de prendre 6 mois dans le vent à recruter un mec qui va te rapporter 0 € et donc tu auras investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour rien et que tu décides de partir sur plutôt une stratégie de vente en indirect avec du partnership, donc des partenariats commerciaux à travers de la distribution, de la représentation par exemple. Qu'est-ce que tu en penses déjà Et est-ce que ça marche pas? Dans quel cadre ça peut ne pas marcher justement? Dans quel cadre ça cartonne? Alors déjà, quand on s'adresse à des grands comptes et qu'on a un produit qui a une certaine valeur, de toute façon, nos prospects et nos futurs clients travaillent déjà avec les partenaires qu'on peut imaginer, à savoir des grosses agences, des
des intégrateurs ou des partenaires technologiques. Donc, c'est une très bonne approche et c'est un gain de temps qui est assez considérable. Donc, je pense qu'en effet, c'est une bonne chose. Et dans quel cas ça ne pourrait pas marcher ? Je l'ai déjà vu, que ça ne fonctionne pas. Donc, il y avait 2 raisons majeures. C'était le fondateur, le CEO de la boîte, se méfier des partenaires, parce qu'un deal partagé, c'est un deal diminué. Ouais. Et que par ailleurs, on n'avait peut-être pas les bonnes personnes pour gérer cette partie partenariale, parce que j'estime qu'il faut une équipe dédiée. Et que quand on est dans une approche de volume et de transactionnel versus plutôt aller prendre du temps avec 1 ou 2 gros partenaires sur lesquels je vais investir beaucoup de temps et qui vont devenir de vrais partenaires, au sens on travaille main dans la main. Ouais. Donc voilà, je dirais avoir une approche encore une fois très focus et avoir la validation de toute la direction et de se dire que oui, les partenariats, c'est une vraie stratégie et c'est pas juste de la donne sur ce que je fais déjà. Ok, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que justement dans la force commerciale que tu veux construire, tu as beaucoup plus de moyens, d'accord ? Tu veux construire une force commerciale, quelles sont les personnes indispensables à avoir dans cette équipe-là ? Des commerciaux de haut vol, je dirais aussi des avant-ventes, si on est sur une solution technologique, Ouais. parce que je pense que c'est bien de détacher le commercial du produit. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais idéalement, dans un cycle de vente réussi, je dirais que sur les 2 premiers rendez-vous, on ne montre pas et on ne parle pas trop du produit. On va être beaucoup sur les enjeux de l'entreprise, la compréhension de son organisation, quels sont les vrais pains, et que la fameuse démo ne viendra qu'après, et que c'est bien qu'elle passe dans les mains de quelqu'un qui ait cette caution technologique versus la personne qui va être sur des enjeux stratégiques, business, et définir les clés de succès d'un projet potentiel entre mon prospect et moi. Ok. Merci beaucoup Sonia. On vient de finir Avec du plaisir. coup le 3e round. Déjà, Ouais, déjà, ça va vite. ça Hein. passe trop C'est vite. fou. Du coup, on passe directement au 4e round, d'accord, qui est au niveau des bonnes pratiques à avoir. Mhm. D'accord, t'es prête ? Ouais, bah. Selon toi, combien de temps un bon commercial doit consacrer de temps pour travailler avec des grands comptes ? Alors j'ai du mal à comprendre ta question Ouais, parce que c'est ça normal. dépend ce qu'on attend de lui. Ouais. J'ai travaillé dans des boîtes qui ne travaillaient qu'avec des grands comptes, donc je D'accord. dirais 100%. Sur la partie newbies alors, Ouais. alors, supposons qu'effectivement on enlève ces 4-5 boîtes qui travaillent qu'avec des grands comptes et qu'on dise que c'est une boîte qui peut faire du transactionnel mais qui va aussi travailler un peu plus sur de la vente consultative avec du grand compte, on peut appeler de la vente compliquée pour certains sales. Est-ce que justement, si tu as différents types de cibles avec différentes tailles justement de boîtes, tu dois consacrer plus de X% de ton temps à travailler avec des grands comptes ou pas ? J'ai vraiment pas de réponse, comme je ne vois pas le I don't see the point. Ouais. Je vais travailler avec ouais. des grands comptes versus. Tout le monde veut travailler avec des grands comptes. Est-ce qu'il y Non, a pas un tout temps, le monde, il y a pas beaucoup tout de le gens, monde. mais si, quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde adorerait travailler avec des grands comptes parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado et que c'est là où se trouve le cash et que c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est rentré dedans. Ce qui est peut-être vrai, sûrement faux. Alors, ce qui est top avec les grands comptes, Ouais. c'est qu'en général, on va signer un premier contrat et c'est que le début de la relation. En fait, on va souvent être dans une stratégie de lend and expand, c'est-à-dire qu'on va signer un premier contrat et derrière, il va y avoir énormément d'opportunités d'upsell et de cross-sell, Ouais. que ce soit sur des nouvelles marques, sur mes nouvelles fonctionnalités ou alors des nouveaux pays, des nouvelles entités au sein d'un groupe potentiellement. Dans cette démarche, Ouais. justement de bonnes pratiques, qui est le round actuel, quelles sont justement les bonnes pratiques à avoir pour s'assurer de créer un lien rapidement, en tout cas pérenne avec ce grand compte-là, et de pouvoir justement derrière aller sur une stratégie d'upsell, cross-sell, voire de renew ou de niveau de pénétration dans le compte si c'est un grand compte avec plusieurs filiales par exemple. Alors déjà, sur de la vente qu'on voudrait vertueuse et prometteuse, je dirais qu'il faut éviter d'avoir des profils de vendeurs qui sont très mercenaires et qui vont vendre un produit ou une vision qu'il n'est pas capable de délivrer ou au moins à 70%, parce que de toute façon, c'est très bien qu'on vend un tout petit peu plus que ce qu'on a, et puis derrière, finalement, le projet n'est pas si ambitieux que ce qu'on s'était dit au départ. Mais en tout cas, d'avoir des commerciaux qui sont vraiment dans la relation, l'écoute et la compréhension des enjeux business, pour pas être dans une conversation qui est un peu
monomaniaque j'essaie de lui caser mon produit à tout prix. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de ces commerciaux, qui sont un peu monomaniaques, supposons qu'ils ne soient pas monomaniaques, mais qui vendent des solutions qui ne soient J'en pense pas énormément pas bien. encore, J'en pas pense encore énormément sorties, bien. tu vois, par exemple des features qui n'existent pas encore, qui sont peut-être dans la roadmap ou pas. Et j'ai envie de te dire qu'avec des grands comptes, on peut encore plus qu'avec des plus petites structures Ok, pourquoi? vendre une vision, une roadmap, parce que quoi qu'il en soit, le projet, avant d'être implémenté, va prendre du temps. Donc j'ai toutes les chances que ma roadmap d'ici là ait été délivrée, puisque on a le temps. On a le temps avec ma roadmap, elle est hyper ficelée, puisque j'ai une super équipe produit derrière. Bien sûr. Donc je peux vendre la vision. Ce que je ne peux pas vendre, c'est des choses qui n'ont jamais été prévues d'exister. Alors je peux en mettre une ou deux, mais on évite. Ok, du coup en fait ça veut dire que les commerciaux qui vont vendre à des grands comptes doivent être hyper en lien avec le produit. Mais ils doivent être hyper en lien avec l'entreprise et ouais, où est-ce qu'on va, de quoi on se parle, où est-ce qu'on sera dans 3 ans, puisque de toute façon, je suis en train d'instaurer une relation avec mon futur client qui est là pour s'installer dans le temps et pas être un one-shot où j'ai mon approche terre brûlée, où je vends et je disparais. Ok, Idéalement. ok. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un réseau pour entrer dans un grand compte ou pas? C'est mieux. C'est mieux. Après, tout le monde n'arrive pas avec un réseau. Donc, dans ces cas-là, il est plutôt sympa de s'appuyer sur le réseau de ses collègues. Genre, Ou de... ou d'appeler le SaaS. ou d'appeler le SaaS. Non, mais il est bien de s'appuyer sur le réseau de l'entreprise. Donc, ça peut être le réseau de mes collègues commerciaux parce qu'ils ont travaillé avec ce grand compte avant, le réseau de mes fondateurs, des dirigeants ou de l'équipe produit, pourquoi pas, enfin, de toutes les personnes dans l'entreprise qui peuvent être des enablers de mon propre network à venir. Ok. Tu parles justement du coup des dirigeants. Pour un dirigeant qui souhaite se lancer sur la conquête des grands comptes et qui n'y connaît pas grand-chose, on va dire, quels sont les conseils que tu lui donnerais pour pouvoir se lancer correctement sans prendre trop de risques? Alors, sans prendre trop de risques, déjà, je lui dirais d'aller rencontrer ces personnes. Je pense qu'il faut savoir qu'une personne qui travaille, un décideur chez un grand compte n'est pas un entrepreneur dans l'esprit. Et que la plupart, justement, sont assez curieux de rencontrer ces fondateurs, entrepreneurs qui prennent des risques, qui développent des business, qui créent de la valeur. Donc, je pense que l'accès n'est pas très compliqué pour ces personnes-là envers des execs. Donc, je les encouragerais à aller proposer un déjeuner, un café. On est en France, ça se fait. C'est ce qui n'est pas exactement vrai dans les pays anglo-saxons, d'aller proposer comme ça, out of the blue, un rendez-vous ensemble. Donc, je leur dirais d'aller passer du temps avec ces personnes, que ce soit en one-to-one ou dans des groupes dédiés. Par exemple, si demain je vais dans un autre pays, je vais tout de suite contacter le réseau French Founders qui a accès top exec des boîtes majeures sur le marché. Ok, merci beaucoup Sonia pour ce 4e round. Ça va? Tu veux boire un truc? Non, ça va. C'est ton main à la boire. On va passer directement au 5e round. Je D'accord? vais déshydrater. Oui, je sais, c'est pas très grave, t'en fais pas. Il y a la petite droite au foie qui arrive bientôt. Ça arrive, tout Je l'attends. t'en fais pas. Le dernier round, le 5e round, c'est un run au niveau de l'investissement. Donc, du coup, on va le commencer avec une question que tout le monde se pose. Combien ça coûte, pré-monnaie, de pouvoir justement s'attaquer à des grands comptes? Avant même de décrocher un téléphone, combien ça coûte? Alors déjà... Combien ça coûte? Combien ça coûte? Non, je n'ai pas de prix à te donner là tout de suite, mais déjà on peut parler des moyens et après on pourra les chiffrer si tu veux. Let's go. Mais pour revenir sur, encore une fois, ce que je connais, ce que j'ai vécu, je veux parler à un grand compte. Quoi qu'il arrive, le grand compte, il est sursollicité. Quoi qu'il arrive, dans son circuit de décision, il ira voir mes compétiteurs, mes concurrents, parce que c'est ce qu'on va exiger dans le process d'achat. Donc, comment gagner du terrain et de la préférence? Déjà, il faut que je le vois en vrai. Je n'imagine pas signer avec un grand compte sans avoir rencontré les personnes en vrai. Donc, je dirais que dans les premiers investissements à faire, si je lance mon produit, c'est d'aller faire des événements physiques et puis surtout d'envoyer que mes commerciaux aillent squatter chez mes futurs clients, chez mes prospects. Donc, c'est un investissement qui est très physique, présentiel, sur lequel je miserai tout de suite. Ok. Demain, si je lance mon produit, je ne recrute pas forcément d'équipe marketing au sens je vais faire du contenu et du lead gen en ligne. Ça viendra dans 6 ans peut-être. Okay. Mais là, je vais aller voir les gens en vrai. Parce que j'ai bien travaillé mon mapping, je sais à qui je dois parler. Je ne vais pas attendre que par chance, ils tombent sur mes contenus parce que je les ai postés sur LinkedIn.
Donc on est d'accord que aujourd'hui, on est plus sur une stratégie de physique que de visio pour les grands comptes. Donc, j'ai jamais été sur une stratégie de visio, donc je ne connais pas les stratégies de visio, en effet. Ok. Du coup, tu peux nous donner, toi, les bonnes pratiques sur la partie physique. Alors, tu parlais d'événements privés, tu parlais de salons. Alors, événement privé, ça Pareil, viendra c'est après. un coût quand même. Tu Non, vois, genre, événement privé, il faut avoir une petite notoriété quand même avant de se dire bah, je vais inviter du monde et ils vont venir à mes événements. Donc je miserais plutôt sur des événements qui sont dédiés au métier que j'adresse. Donc si je m'adresse à des DAF, on a Clémence qui est en train de mourir. Elle trouve que ça coûte cher. Elle trouve que ça coûte cher. Allez, on continue. Donc, je vais te prendre des exemples de ce que je connais encore une fois. Je suis une Martech et je m'adresse à des directions e-commerce et marketing. Ben, il y a une vingtaine de rendez-vous immanquables dans l'année. Je ne vais pas pouvoir participer aux 20. Je vais choisir là où je mets mes investissements. Si je suis une très petite start-up, je vais aller sur des événements où mon budget de l'année ne va pas y passer. Et quand je vais arriver un peu plus à maturité, ben, j'irai au one-to-one e-commerce de Monaco parce que je sais que absolument tous mes prospects y sont. Tous mes prospects, c'est ma marketplace, c'est là que Ouais, je vais tous les trouver. Exactement. Martech. Ce que je te dis. C'est pas un peu ta cour de récréation d'ailleurs? Tout à fait. D'accord. Si vous voulez. Retrouvez-moi à Monaco du 12 au 14 mars 2024. Question qui est peut-être un peu touchy. Quel ROI on peut attendre de cet investissement pour 1 euro investi sur un grand compte? 1 euro investi sur Ouais, un parce que grand j'investis compte, 1 c'est-à-dire euro dans une stratégie justement de closing entre guillemets. Non, à un alors, grand compte. si on repart par exemple sur un salon, je vais Ouais. sur un salon sur lequel je vais investir 80 000 euros, mettons. Ok. Ce qui n'est Ah. pas négligeable. Hein, c'est-à-dire que... Eh ben, il me faut un deal signé dans le mois pour avoir rentabilisé mon investissement. Quand je dis 80 000, ce n'est pas le coût du salon, c'est le coût de tout ce qui va autour, les coûts humains, le déplacement, les efforts en création de contenu que je peux faire. Il va falloir que je signe un deal soit sur le salon même, ça peut être un bon challenge de se mettre, soit sur le mois qui suit ou dans le quarter à minima. Du coup, pour une boîte qui se lance et qui veut travailler avec des grands comptes, c'est quasiment impossible finalement. C'est quasiment impossible. D'accord. Pour le rendre possible, comment tu fais? Ça, c'est possible une fois que tu as ta notoriété. Non, mais là, il faut accepter d'être sur du temps plus long. Je veux travailler avec des grands comptes. Si mon cycle de vente est de 9 mois, bah, quoi qu'il en soit, je ne vais pas pouvoir le raccourcir, le compresser, d'autant plus si je ne suis pas connue et que j'ai encore tout à démontrer à mes futurs clients. Donc du coup, si je comprends bien, entre le recrutement de certains commerciaux, leur montée en compétences, l'investissement qu'on doit avoir sur du offline, donc des repas, donc oui, des soirées privées, ou ne serait-ce que des petits déjeuners ou des déjeuners one-to-one avec des décisionnaires, plus des salons, je sais pas, grosso modo, ça c'est quoi? C'est quasiment 200-300 000 euros avant même d'avoir fait quoi que Ouais, ce mais soit. si mon deal moyen est à 200K, en fait, je vais aller chercher des deals qui Ok. rapidement vont me faire rentrer dans mes frais. Donc question, Oui. pour quel type de boîte ça ne sert à rien d'aller voir des grands comptes en dessous d'un certain niveau? Si mon offre ne s'y adresse pas. Alors, j'ai écouté ton dernier Le Ring avec, on parlait de signature électronique. Signature électronique, potentiellement, je peux aller en vendre à des grands comptes, mais de façon hyper transactionnelle, en ligne. Je peux aller en signer 2000 dans le mois. Bon, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de sujet. Ok. Mais une boîte qui n'est pas capable de pouvoir déployer 2000, ça ne sert à rien du coup. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Une boîte qui n'est pas capable de pouvoir déployer sa solution sur 2000, 3000 collaborateurs, aucun intérêt pour elle. Il y a un côté aussi produit derrière. Non, puisque si après, j'arrive avec des deals à 200K derrière, 200K par an, bien sûr que j'y vais. Ok. J'ai pas trop compris ta question, je t'avoue. Pas la peine. Le podcast est passé comme ça de toute façon. Donc. C'est fini. Merci beaucoup du coup Sonia pour Avec le ces plaisir. 5 rounds. C'est un peu mon tour maintenant, donc je te laisse le mot de la fin pour la question qui est censée me mettre KO. Est-ce que tu as réfléchi à une question? Ouais, bah écoute, notre discussion m'a fait réfléchir à une question, Ouais. puisque j'ai l'impression C'est qu'on pour ça ne se que comprend t'es, pas non, on se comprend pas complètement sur les grands comptes. En tout cas, tes questions me laissent entendre que tu comprends pas tout. Toi, demain, si tu lançais ton produit, est-ce que tu te sens capable d'aller justement adresser un grand compte toi-même? Tout seul? Tout seul pour commencer, tu sais comment ça se passe? Bonne question. Aujourd'hui, si je devais aller adresser un grand compte,
Je travaillerai en fait avec les filiales des grands comptes et principalement certaines business units qui ont beaucoup moins de personnes. C'est-à-dire que mon intérêt, ça va être de travailler avec une business unit où ils sont potentiellement 200 et pas 2000 ou 20 000 pour me faire référencer et petit à petit, effectivement, remonter à la maison mère pour faire un contrat 4 Je pour vois. ensuite le déployer sur les autres Tu filiales. les rêves petits. J'ai compris. Non, je vais rester tout le long terme en réalité, mais tu peux le voir comme tu veux. Je vois comme je veux. Je te remercie beaucoup, Merci, Sonia, Ariel. pour justement déjà, le fait d'être venu sur le ring. Ça me fait vraiment plaisir de Ça m'a vraiment t'avoir fait plaisir. sur le ring. J'espère que je t'ai pas fait trop mal. Non, ça va, tu vois, Non. j'ai même pas scié, même pas sourcillé non plus. Bon, c'est parfait, ça m'a fait plaisir en tout cas. J'espère que ça plaira à pas mal d'auditeurs, tout ce qu'on a dit sur les grands comptes. Si vous avez la moindre question par rapport aux grands comptes, moi en tout cas, je me réfère beaucoup à Sonia par rapport à ça, notamment sur comment on fait pour pouvoir les rencontrer, ce qui est finalement le début d'une énorme relation pérenne avec ces gens-là. Voilà. Tout à fait. Un dernier mot, peut-être? Merci. Bon, merci aussi. Et bonne conquête. Et bonne fête. Bonne fête. Oh non.